Cet après-midi, je vous raconte un accident qui a traversé l'histoire. Oui, et surtout un train qui a traversé une gare. Ou la véritable histoire de l'accident du train express Granville-Paris. Pourquoi le Granville-Paris du 22 octobre 1895 n'a pas réussi à s'arrêter ? Pourquoi le train roulait-il plus vite que d'habitude ? Comment ce train fou est-il entré dans l'histoire ? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Nous sommes le mardi 22 octobre 1895, place de Rennes, l'actuelle place du 18 juin 40, dans le 14e arrondissement de Paris. C'est là que trône l'ancienne gare Montparnasse, aujourd'hui disparue, un imposant bâtiment de style néoclassique construit par l'architecte Victor Lenoir en 1852. Avec ses deux grandes verrières centrales de 8 mètres de haut, ceinturées d'un grand balcon, c'est un monument industriel entièrement dédié à la gloire du train. Tous les Parisiens de cette époque savent que les 6 voies d'arrivée et de départ sont à plus de 10 mètres au-dessus du niveau du sol. Une véritable prouesse architecturale. En bas, sur la place de Rennes, il fait plutôt frisquet. Certains patientent, se réchauffent ou bavardent dans les cafés alentours. Les nombreux passants montent et descendent des omnibus et des tramways impériales. Et ceux qui lèvent la tête peuvent même voir les trains arriver au travers des immenses baies vitrées. Mais ce jour-là, un événement va briser cette atmosphère de carte postale. L'horloge de la façade affiche tout juste 16 heures, lorsque la baie vitrée explose dans un bruit de tonnerre qui sera entendu jusqu'au boulevard Saint-Germain. Une locomotive de près de 50 tonnes vient de transpercer la façade de la gare à pleine vapeur, projetant d'énormes blocs de pierre sur la place, avant de finir sa route 10 mètres plus bas, le nez dans le bitume. Le Petit Parisien décrit cette scène extravagante dans son édition du lendemain, parlant du train comme d'un torrent de cuivre et de métal, des flancs duquel s'échappent encore quelques flocons de fumée et des grognements sourds qui ressemblent au râle d'un animal fantastique. Les clients de la buvette du rez-de-chaussée voient leur dernier jour arriver, tout comme les 48 passagers du tramway qui se trouvaient quelques instants plus tôt au pied de la gare. Pile à l'endroit où gît désormais ce monstre d'acier encore fumant, en position verticale, accolé au mur de l'édifice. Ils ne doivent leur vie qu'à l'affolement des chevaux. Très vite, les pompiers arrivent sur place devant une foule médusée et découvrent avec horreur un corps déchiqueté au pied de la locomotive. On comprend alors qu'il s'agit de Marie-Augustine Aguilar qui distribuait les journaux près du kiosque de son mari, situé à côté de la buvette. La pauvre femme, écrasée par un bloc de pierre, n'avait que 37 ans. Rapidement, le préfet de police, Louis Lépine, et ses commissaires arrivent sur les lieux accompagnés du procureur de la République, Laurent Attalin. Ils veulent comprendre pourquoi le train express numéro 56, parti le matin même à 8h45 de la commune normande de Granville, a terminé sa course folle en dehors de la gare de Montparnasse à 16h. Et pour ça, il faut remonter le temps, justement. Tout commence des potrons minés en gare de Granville. Il est 7h40 du matin. Il fait un froid de canard en Normandie ce mardi 22 octobre 1895. Les cheminots ont travaillé toute la nuit pour préparer la locomotive 721, accompagnée de son tender Stephenson de type 120, rempli d'eau et de charbon, les deux aliments pour nourrir ce monstre d'acier de près de 50 tonnes qui entraîne le train. Le train numéro 56, justement, comporte 12 wagons. Il y a le premier fourgon à bagages situé à l'avant et dans lequel prend place le chef de train, Albert Mariette, 42 ans. Sa mission principale consiste simplement à actionner le frein d'urgence en cas de nécessité. Un deuxième fourgon à bagages précède un wagon postal, puis sont accrochées 8 voitures de voyageurs de première, seconde et troisième classe. En queue de train se trouve un dernier fourgon à bagages avec Yves Le Goff, dont la mission est également de serrer le frein d'urgence. Mais pour raconter le poème de la ligne Granville-Paris, pour reprendre la jolie formule d'Émile Zola, il faut dresser le portrait de ces deux poètes du rail qui vont conduire ce train numéro 56. Car la conduite d'une locomotive, c'est un ménage à trois, entre le mécanicien qui conduit le train, le chauffeur qui entretient le feu du brasier avec du charbon et la machine qu'on cajole amoureusement. Le mécanicien qui arrive ce matin-là pour prendre possession de son train à Granville, c'est Guillaume Pellerin, 35 ans seulement, mais déjà 19 ans d'expérience au sein de la Compagnie de l'Ouest.
C'est lui qui s'apprête à conduire le train à destination de Paris où il habite, pas loin de la gare. Et son associé, sans qui il ne ferait pas avancer son train, c'est la gueule noire Victor Garnier, le surnom donné à tous ceux qui entretiennent le foyer ronflant avec du charbon, la face cuite par la chaleur et la fumée. Lui aussi habite tout à côté de la gare Montparnasse. Tous les deux montent dans leur machine, vérifient la mécanique avant de faire monter la locomotive en pression. C'est un travail harassant qu'Émile Zola a si bien décrit dans son roman « La bête humaine », les deux acolytes étant unis par la même besogne et les mêmes dangers. Ils travaillent parfois jusqu'à 13, 14 ou 15 heures d'affilée sur leur machine, éreintés par les trépidations de la locomotive et la chaleur effroyable de la chaudière. Au-delà de ces conditions, Garnier et Pellerin savent que la Compagnie de l'Ouest n'a aucune pitié pour les retards. Un moindre retard, et c'est une pénalité. Et au bout de plusieurs pénalités, c'est tout simplement le licenciement. C'est le début du syndicalisme ferroviaire et pour cause, nous sommes loin, très loin des 35 heures pour ceux qu'on surnomme les forçats du rail. Vers 8h15, les premiers voyageurs montent dans les wagons. La ligne est ouverte depuis 1870 et ce matin du 22 octobre, une centaine de voyageurs montent à bord destination Paris, son terminus. À l'époque, les 328 km qui séparent Granville de la capitale se font tout de même en 7h20. Une expédition et un confort tout relatif à une vitesse qui ne dépasse pas les 60 km/h. Certains des passagers ont entre les mains leur billet bain de mer, le tarif avantageux qui permet à beaucoup de Parisiens d'aller passer le week-end dans une station balnéaire comme Granville ou encore Deauville, Dinard ou Étretat. Des députés normands et bretons prennent également place pour la réouverture des débats à la Chambre des députés. Comme le souligne l'historienne Stéphanie Sauget, qui est notre invitée aujourd'hui, dans son livre « 24 heures dans la vie d'une gare », l'automne est aussi la saison de retour à Paris d'un grand nombre de grands bourgeois et d'aristocrates. Une fois l'été passé à la campagne, les familles rentrent passer la saison froide dans la capitale. À 8h45, le train conduit par Guillaume Pellerin démarre enfin de la gare de Granville. Avec ses lunettes et sa casquette, on le voit sortir la tête dehors pour vérifier que tout va bien. Cette machine express avait pour reprendre une nouvelle fois les mots de Zola, le poitrail large, les reins allongés et puissants, et la beauté souveraine des êtres de métal. Mais très vite, Pellerin accumule du retard. D'abord, en raison du caprice d'Albert Christoffel, le gouverneur du Crédit Foncier, qui exige qu'on accroche son wagon-salon en gare de Briouze alors qu'aucun arrêt n'était prévu. De quoi agacer Pellerin qui doit ensuite ralentir pour éviter la collision avec un voyageur sur la voie entre la ville d'Argentan et Saint-Cyr-l'École. Puis c'est au tour d'un homme à l'allure paysanne qui se met en danger sur le marchepied d'un wagon de seconde classe pour uriner, dira-t-il au policier qui l'interpelle à la gare de Versailles. Résultat des courses, le train a désormais 10 minutes de retard. Pellerin décide de mettre la vapeur et récupère 3 minutes entre Clamart et la Petite Ceinture. C'est bien, mais pas assez pour arriver à l'horaire prévu de 15h55 à la gare Montparnasse. Il accélère alors jusqu'au niveau de la rue du Château, toute proche de la gare. Là, il décide de freiner, mais sans succès. Il siffle afin que les deux agents, Marguette et Le Goff, activent immédiatement le freinage d'urgence, tandis que son compère Victor Garnier active les sablières afin de ralentir ce bolide d'acier. Mais rien n'y fait. Dans une ultime manœuvre, Pellerin renverse la vapeur, mais le train rentre finalement en gare à la vitesse folle de 40 km/h. Il est 16h pile et la catastrophe est inévitable. L'arrivée du train numéro 56 en provenance de Granville sur le quai numéro 6 de la gare Montparnasse ressemble à une scène de film. Un train fou emporté dans son élan est sur le point de traverser la gare comme une tornade d'acier. Tous les figurants sont là. Les employés de gare et des douanes lèvent les bras au ciel d'un air effaré en criant aux voyageurs attendant leur train de banlieue « Sauvez-vous !» Un employé des douanes, Louis-André, de vigie devant le butoir, semble également sidéré par la vitesse du train qui arrive, toute sirène hurlante. « J'ai compris que le mécanicien n'était plus maître de sa machine. Je me suis mis à l'abri, explique-t-il. » Et il crie à qui veut l'entendre « Un train fou ! Un train fou !» Et voyant que le kiosque de la marchande de journaux se trouve juste dans la trajectoire prise par ce train délirant, il prévient Augustine Pelletier. Elle est en train de tricoter et a juste le temps de décamper à toutes jambes sur le côté de la gare que son kiosque est pulvérisé. Ouf. Vu de l'intérieur du train, la scène est absolument effroyable.
Le Petit Parisien, dans son édition du 23 octobre 1895, raconte que Guillaume Pellerin, le mécanicien conducteur du train, aurait crié aux employés médusés du quai « Adieu les amis !» Il jette alors sa casquette et saute pour fuir cette locomotive devenue folle au risque d'être broyée sous ses roues. Une seconde après, c'est au tour de son acolyte, Victor Garnier, de sauter sur le quai. Ils s'en sortiront sains et saufs. Mais il n'y a désormais plus aucun pilote dans la locomotive qui, arrivé sur le quai, renverse et pulvérise les heurtoirs censés arrêter le train. Le train continue sa course folle en labourant l'asphalte du quai avant d'engloutir un autre kiosque à journaux de celle qui aura eu moins de chance, Madame Pelletier. Puis après avoir parcouru ces 10 mètres en dehors des rails, la locomotive éventre la baie vitrée comme si elle voulait prendre l'air sur la terrasse. Mais fougueuse, elle décide finalement d'aller se promener vers la rue de Rennes. Heureusement, les différents obstacles percutés ont ralenti le monstre d'acier. Après avoir défoncé le muret de la terrasse, la locomotive, fatiguée de cette embardée spectaculaire et théâtrale, finit sa course 10 mètres en contrebas, au milieu d'une incroyable quantité de gravats. Il semble que la catastrophe ait été évitée grâce en partie à Yves Le Goff, qui, situé dans le dernier wagon, a actionné le frein à air comprimé Westinghouse, du nom de son constructeur, peu avant l'impact. Ce qui a évité le télescopage des wagons passagers qui aurait dû se produire avec le choc. Le Petit Parisien évoque également une rupture de chaîne d'accouplement entre le 3e wagon et le reste du train transportant les voyageurs. Ce qui signifie que la locomotive folle a continué sa course hors des rails avec seulement 3 wagons, alors que le reste du train était resté tranquillement à quai. La seule personne qui a vécu cette escapade en dehors des rails est le chef de train Albert Mariette, coincé dans le premier fourgon et qui s'en sort avec de fortes contusions à la cuisse droite et à l'oreille droite. Les 2 conducteurs de la locomotive qui ont sauté sur le quai se retrouvent, eux, à l'infirmerie de la gare. Pellerin, qui s'est cassé le pouce et foulé la cheville en tombant, est tétanisé. Il n'arrive pas à prononcer un seul mot. Garnier, quant à lui, s'est foulé le pied gauche et luxé le pouce gauche en tombant. Malgré cette cascade traumatisante, il explique la voix tremblotante que le frein n'a pas fonctionné à hauteur de la rue du Château. Pendant ce temps, les employés de la gare, inquiets, s'affairent à ouvrir les portes des wagons, libérant les 131 passagers. Le quotidien Le Matin relate ce moment dans son édition du 23 octobre 1895 en expliquant que, dans les premiers instants, je cite, « On a cru que beaucoup de voyageurs étaient blessés, mais les employés de la gare ont poussé un soupir de satisfaction en voyant hommes et femmes sortir des wagons avec une sérénité qu'explique le peu de violence des secousses ressenties. Il n'y a que quelques blessés légers, mais un centre de secours est tout de même installé dans les salles d'attente de la gare. Les 2 médecins de la compagnie examinent un grand nombre de passagers et rapportent des contusions aux jambes ou à la tête, des entorses, des plaies à l'arcade sourcilière ou sur le visage, des douleurs internes aux reins et dans le dos. Ils notent également, selon la terminologie de l'époque, plusieurs malaises généraux. Mais celui qui semble le plus choqué, c'est bel et bien Pellerin, le mécanicien qui conduisait le train. Il rentre chez lui le soir même, accompagné de son épouse, poursuivi par un reporter du journal Gil Blas qui le décrit comme en proie à une fièvre violente. Pellerin ne prononce pas un mot. C'est son épouse, une femme élégante et douce, qui répond au journaliste en lui expliquant que son mari, un excellent cheminot, est dans un état de sidération et ne cesse de ruminer sur cette dernière tentative infructueuse de freinage. Bien entendu, un juge d'instruction est immédiatement nommé pour mener l'enquête. Voilà qu'arrive donc Paul Bertulus, nommé au soir de l'accident par le procureur de la République. Ce juge de 44 ans ordonne immédiatement à Guillaume Pellerin, qui conduisait donc la locomotive, et à Albert Mariette, le chef de train qu'on suspecte de ne pas avoir actionné le frein à temps, de rester à sa disposition. Malgré un contexte troublé par des coups d'éclat anarchistes spectaculaires, le juge écarte vite la thèse de l'attentat. Il retient le chef d'homicide par imprudence contre les 2 cheminots et nomme un expert, l'ingénieur des mines Michel Lévy, 51 ans, un homme très expérimenté. Mais l'ouverture de cette enquête révèle 2 mondes clos. Celui des experts férus de calculs et de courbes techniques qui ne sont jamais en contact avec les cheminots et celui des travailleurs du rail qui s'estiment à juste titre malmenés par leur hiérarchie. Il faut bien comprendre la pression qui pèse sur eux et les horaires parfois impossibles à tenir sous peine d'amende. À l'époque, il n'y a que les ingénieurs qu'on respecte vraiment.
Stéphanie Sauget nous explique dans 24 heures, dans la vie d'une gare, que les ingénieurs incarnent alors la domination symbolique, économique et sociale du savoir technique dans l'organisation de l'industrie des chemins de fer. C'est donc en majesté qu'on voit arriver Lévy-Gare Montparnasse le lendemain de l'accident, ce 23 octobre 1895. Il tourne autour de ce léviathan de fonte et d'acier refroidi à la recherche d'indices de dysfonctionnement. Il ausculte les dispositifs de serrage et d'ouverture des robinets de frein Westinghouse, des freins à air comprimé, utilisés dans le monde entier qui ont une excellente réputation. Il ne constate rien d'anormal, ce qui lui fait penser qu'il s'agit bien d'un excès de vitesse. L'ingénieur des mines poursuit donc sa visite en interrogeant le chef de gare adjoint pour apprécier la vitesse du train à son arrivée. Il récupère ensuite les registres des horaires des trains tenus dans les gares et conclut effectivement que le mécanicien a dû accélérer la cadence pour rattraper son retard. Mais pourquoi donc, s'il était bien en état de fonctionnement, le frein Westinghouse actionné par Pellerin n'a-t-il pas arrêté la locomotive ? Le 25 octobre, dans l'après-midi, l'ingénieur Lévy, après avoir interrogé tout le personnel du dépôt de Vaugirard et consulté tous les registres de réparation, finit par comprendre que ce n'est peut-être pas le matériel roulant qui est en cause. Voilà sa conclusion. À Montparnasse, comme dans toutes les gares fréquentées, le rail est généralement très mauvais. Il est comme enduit de matières grasses sur lesquelles les roues glissent facilement. Et il ajoute, la situation est encore pire les jours de brume humide, comme c'était le cas le 22 octobre, et dans ces conditions, l'adhérence tombe au minimum. Mais il reproche à Pellerin d'avoir mal réagi dans ces circonstances et d'avoir actionné le frein Westinghouse trop tard, ce qui a fait dramatiquement patiner la machine. Bref, la culpabilité du conducteur de locomotive est bien difficile à établir, mais le règlement imposant aux cheminots des retenues sur salaire ou des amendes en cas de retard a de toute évidence joué un rôle dans la volonté de Pellerin d'accélérer pour arriver à temps. Et que dire de l'état des rails ? En 1895, la Compagnie de l'Ouest, par souci d'économie, refuse de réparer les voies qui présentent de graves signes d'usure. Après l'accident, le conseil municipal de Paris accuse même la compagnie de vouloir faire des économies au détriment de la sécurité du public. Le 25 janvier 1896, le juge Bertulus renvoie pourtant le mécanicien Pellerin et le chef de train Mariette devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de la Seine. On reproche à Guillaume Pellerin d'être arrivé trop vite et à Albert Mariette de ne pas avoir serré le frein. Le Figaro du 25 février 1896 fait le compte-rendu de la première audience publique qui s'est tenue la veille et parle des deux prévenus Pellerin et Mariette comme des employés modèles, n'ayant jamais encouru un blâme. Pellerin a même été porté 2 fois à l'ordre du jour pour acte de courage, note le Figaro. Avant de conclure, il faut relever aussi que ce malheureux était exténué. Il y avait 8 heures qu'il était sur sa machine. C'est donc avec des circonstances atténuantes que le juge Joseph Thomas condamne néanmoins les 2 hommes le 30 mars 1896. Pellerin est condamné à 2 mois de prison avec sursis et 25 francs d'amende pour avoir mal manœuvré ses freins, tandis que Mariette est simplement condamné à 25 francs d'amende pour avoir tourné le frein à main et non le frein à air comprimé Westinghouse. Et les deux garderont en tête pour l'éternité l'image terrible de cette locomotive de 50 tonnes en équilibre instable sur la façade de la gare Montparnasse. Et ils ne sont pas les seuls. L'image est devenue iconique. Cette énorme locomotive et son tender suspendu comme des breloques au mur de pierre de la gare Montparnasse. Le journaliste du Rappel, Paul Guignon, explique alors le 24 octobre 1895 « Nous avons fait comme tout le monde, nous sommes allés voir. » Des nuées de curieux affluent du tout Paris pour venir voir ce spectacle insensé, croyant être victime d'une hallucination. Un spectacle à l'américaine, dira un autre journaliste. Parmi la foule des curieux contenus derrière les barrières mobiles, semblables à celles utilisées lors des exécutions capitales, on entend cette phrase judicieuse. Mais comment va-t-on l'enlever ? Le 25 octobre, les ouvriers installent un gigantesque treuil et un matelas de traverse en bois pour amortir la locomotive dans sa chute. Le petit Parisien raconte « Câbles et palans sont tendus comme les cordes d'une harpe gigantesque et la foule anxieuse attend le dénouement. » Après un énorme fracas, la locomotive est enfin détachée. Elle sera tirée par un attelage de 24 chevaux la nuit suivante vers les ateliers de réparation du 15 de la rue de Grenelle. Fin novembre, les travaux de reconstruction de la gare commencent. On répare la terrasse, la verrière
et on améliore les dispositifs de sécurité. Mais cette catastrophe qui a tué cette pauvre marchande de journaux, Marie-Augustine Aguilar, n'a pas fait que des malheureux. Et pour cause, jamais les cafés et les restaurants environnants n'ont enregistré un tel chiffre d'affaires, sans compter les compagnies d'omnibus et de tramways qui ont fait des bénéfices records. Désormais, cet accident est entré dans l'imaginaire collectif. Voilà comment le Petit Journal en parlait en 1899. Il y a 4 ans, une locomotive aux mœurs légères en profita pour se jeter par la fenêtre. Le cas ne se reproduira plus, explique le journaliste, car la gare Montparnasse subit en ce moment de telles modifications que les locomotives d'esprit indépendant ne pourront plus tenter l'aventure. Et quelle aventure! Europe 1, historiquement vôtre. Historiquement vôtre, Stéphane Bern. Stéphanie Sauget, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Un accident dont l'image a imprimé les esprits, je le disais, et dans des proportions d'ailleurs assez folles. Dans les mois qui ont suivi, il y a eu des dizaines de dessins de l'accident, des gravures, des photos. Vous les montrez dans votre livre, des produits dérivés aussi. Cette image du train fou a marqué la culture populaire? Oui, en fait, c'est ce qui m'a intéressée dans l'étude de cet accident, parce que cet accident, immédiatement dans la presse, on y insiste, hein, c'est un accident spectaculaire, un accident à l'américaine, un accident de théâtre, une seule victime, alors que ça aurait pu être une catastrophe effroyable. Et pourtant, si cet accident a traversé le temps, c'est à cause de finalement cette suspension étonnante de cette locomotive et son tender qui ont traversé la verrière pour s'effondrer sur le parvis. Et immédiatement, on a quelques dessins, mais surtout des photographies de photographes professionnels. Tous les grands photographes de cette époque, Pierre Petit le premier qui est envoyé par Le Figaro, mais on a aussi les frères Nordin qui vendent des millions de cartes postales. On a aussi les studios Lévy et Fils, on a Roger et Violet, tous les grands photographes Oui, c'est de le début cette de la époque. photographie de presse Voilà. finalement. Oui, exactement. C'est ce moment où finalement les journaux se rendent compte que un dessin est intéressant, mais ce dessin est de plus en plus un dessin d'après photographie. Et puisque c'est un dessin d'après photographie, peut-être est-il encore préférable d'imprimer, réussir en tout cas à reproduire des photographies. L'image du train fou de Montparnasse, ça a forgé l'imaginaire jusque dans les salles de cinéma. D'ailleurs, vous évoquez la mode des scènes d'arrivée de train en gare. Oui, c'est ce que certains théoriciens du cinéma ont appelé l'effet train, c'est-à-dire cette espèce de recherche de la frayeur du spectateur qui est permise par justement cette confrontation, cette collision entre un système technique, le train, qui normalement est complètement séparé de toutes les autres voiries, et la ville. Et donc cette collision, cet effet train, va engendrer un genre cinématographique que certains ont appelé le train qui fonce sur les spectateurs. On peut en avoir par exemple une représentation que tout le monde connaît, c'est l'un des tout premiers films des frères L'entrée du train dans la gare de la Lumière, Ciotat. absolument, voilà. Et on a souvent... Et les gens sont sortis de la salle, ils avaient peur que le train leur... Oui, paraît-il, voilà. C'est une anecdote qui a beaucoup couru, mais effectivement, il y a une recherche qui est celle disons, de faire un cinéma de sensation et donc rechercher la frayeur du spectateur. Et c'est ça qui a probablement intéressé aussi Martin Scorsese quand il a cherché à reproduire l'accident dans son film Hugo Cabret. Stéphanie Sauget, vous revenez dans votre livre 24 heures de la vie d'une gare sur les causes cumulées qui ont mené à cet accident. Bon, il y a d'abord ces minutes de retard, je le disais dans mon récit, provoquées par le passager M. Christophe, gouverneur du Crédit Foncier, qui a demandé un arrêt non réglementaire pour accrocher au train son wagon-salon. Ce type de demande était-il fréquent au XIXe siècle? Un passager VIP pouvait imposer des arrêts de train pour son propre confort et on ajoutait comme ça son wagon au train? C'est des choses qu'on sait mal, on a du mal à le documenter. En fait, c'est grâce à cet accident qu'on a un exemple très précis
En fait, en recherchant un peu, on se rend compte que, à partir de la Troisième République, au moment où, le réseau s'élargit encore avec, la création de lignes, d'intérêt secondaire, avec aussi, une ramification, un réseau de chemin de fer qui est, à son maximum, avec des compagnies de chemin de fer qui, ont parfois aussi des difficultés financières, vous y êtes revenus. Et bien, on découvre, en tout cas moi j'ai découvert à ce moment-là qu'il y avait des particuliers qui pouvaient Mmh. posséder, leur propre wagon salon et que, ils pouvaient, évidemment contre des taxes importantes, demander à, ce que ce wagon salon soit raccordé, au train. Alors c'est pas qu'au 19e siècle, hein, c'est pas des wagons, mais il peut y avoir des arrêts spéciaux demandés de manière tout à fait exceptionnelle, dans certaines gares normandes. Je pense par exemple à Cerisy-la-Salle qui parfois obtient, un arrêt, spécial, lors de certains événements. Mmh. Autre élément que vous mentionnez, c'est le vieillissement du matériel. Il faut rappeler que c'est une compagnie privée à l'époque, la Compagnie de l'Ouest, qui gère l'exploitation de cette ligne. Ce sont des erreurs de gestion qui ont créé les conditions propices à l'accident? C'est en tout cas ce que disent, à la fois les ouvriers du rail, à Paris, la municipalité considère également, vous l'avez rappelé, que la compagnie, a été négligente. Ce qu'on sait en fait, c'est que, heu, pour obtenir une adjudication, pour obtenir la possibilité d'exploiter, Une ligne? une ligne, eh bien, il faut l'aval de l'État et cet aval de l'État, se fait souvent en contrepartie, de services et donc construction de lignes, desserte de lignes éventuellement peu rentables, et toutes les compagnies de chemin de fer, mais la Compagnie de l'Ouest plus particulièrement, est très endettée et cet endettement augmente, significativement après 1870, hem, augmente encore après la dépression de 1893 et il semble que la compagnie fasse des choix assez malheureux. En particulier, plutôt que d'investir, mais elle n'avait pas les reins financiers pour le faire, investir dans la modernisation, dans le renouvellement du matériel, des rails, des infrastructures, eh bien cette compagnie fait plutôt le choix de faire durer, le Mmh. matériel, et ce matériel donc, souffre de plus en plus de défauts d'usure, de même que l'infrastructure. J'en viens à la question des retards, puisqu'elle est finalement centrale dans l'accident du Granville Paris. Les cheminots comme Guillaume Pellerin, un des 2 conducteurs du Granville Paris, ont des amendes et des retenues sur salaire quand ils sont en retard. Il y en avait beaucoup d'amendes? Alors ça, c'est des choses qu'on ne sait pas de manière précise parce on n'a pas gardé les dossiers de tous les personnels du 19e siècle. En revanche, à partir des années 1870, la fin des années 1870, on a des mémoires autobiographiques de cheminots, de différentes compagnies qui, insistent beaucoup sur, la surveillance tatillonne dont ils font preuve. Ils ont, des horaires, particulièrement longs, des journées harassantes et effectivement une surveillance multiple, et en particulier, une insistance sur, les horaires. Ce qui fait que il semble que beaucoup, voient leurs revenus, grignotés par, des pénalités, qui entament leur salaire. Mmh. On peut se poser la question des conditions de travail des cheminots à l'époque. Vous posez-vous la question d'un personnel sous pression dans votre livre? C'est vrai quand on voit que, par exemple, pour, alimenter la chaudière, les conditions de travail sont effroyables, en fait et on travaille énormément Oui, pour un on salaire est de misère. Oui, on est à la fin du 19e siècle dans, un moment où on commence à prêter attention, aux conditions de travail. Il y a des conditions de recrutement, nouvelles qui font attention à l'état de santé, des cheminots. Les cheminots, comme les mineurs, sont sous surveillance médicale, Mmh. tout au long du 19e siècle. Cette surveillance médicale augmente à la fin du 19e siècle, mais malgré tout, il y a très peu de protection, Mmh. il y a, pratiquement pas de protection professionnelle pour le mécanicien et le chauffeur.
ce qui fait que tous les deux sautent de la locomotive et s'en sortent avec des contusions fortes. Il n'y a pratiquement pas donc de considération pour cela. Et puis le procès montre bien que les ingénieurs ont tendance, en cas de problème et d'accident, à rechercher la responsabilité des mécaniciens, des chauffeurs, des conducteurs, qui sont toujours plus ou moins considérés comme pas entièrement aptes à comprendre toutes les complexités des machines. Et là, très clairement, pendant le procès, on discutait de leur bonne compréhension du fonctionnement du frein nouveau Westinghouse. Avait-il bien compris comment il fonctionnait? Ça faisait partie des questions qui sont très nettement mises en lumière au moment du procès. L'accident reflète les enjeux du moment. Le syndicat des cheminots a été fondé 5 ans auparavant et la première grande grève des cheminots a eu lieu dans la foulée. Il y a eu 6 000 grévistes, ça a tourné la grève générale, surtout particulièrement en région parisienne. Qu'est-ce qui posait problème dans leur statut? Alors en fait, ce que recherchent les cheminots de manière continue, mais voilà, ça s'affirme très nettement après l'autorisation des syndicats et la création de ce syndicat en 1890, c'est d'obtenir des améliorations de leurs conditions de travail. L'insistance, c'est sur la durée de la journée de travail, sur les salaires qui sont constamment amputés, et donc ils veulent obtenir des salaires beaucoup plus fermes, sans réduction aléatoire et intempestive. Et puis, ils veulent obtenir des garanties, tout simplement, puisque en cas de difficulté, ils sont quand même constamment pointés du doigt et assez peu soutenus par les compagnies. Revenons donc au jour de l'accident, Stéphanie Sauget. Le conducteur Guillaume Pellerin siffle au frein à quelques mètres de l'entrée en gare. À ce signal, 2 personnes sont censées réagir, c'est-à-dire activer les freins d'urgence, mais un seul des 2 le fait. Qu'est-ce qu'a révélé l'enquête sur ce point? Mariette n'a pas freiné ou il n'a pas réussi ou qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il semble que Mariette, à ce moment-là, effectuait des travaux d'écriture. On va rappeler aussi que, vous l'avez dit, hein, ça faisait déjà 8 heures qu'ils étaient à bord de la machine, que le voyage ne s'est pas passé sans incident. Il a fallu faire des manœuvres supplémentaires, éviter des accidents. Et donc, il y a visiblement un petit temps de réaction, un moment de latence avant la réaction de Mariette, qui n'a pas immédiatement entendu le sifflet. Donc ce petit retard, pour un train qui va à vive allure, avec un temps de réaction désormais limité, le nombre de mètres à parcourir avant l'accident est désormais très court, explique que Mariette soit inquiétée au moment du procès. Mais étrangement, il l'est moins que Pellerin, alors que l'erreur humaine vient de lui, parce que il voyait quand même s'approcher la gare, non? Enfin, il aurait dû voir. Alors, il n'est pas le conducteur du train, hein. Oui. Le conducteur du train, c'est le mécanicien Pellerin. On considère qu'effectivement, c'est lui qui est le premier responsable de la conduite de la machine. Donc, c'est lui qui est plus gravement, vais-je dire, condamné. Cela dit, on voit que ces condamnations restent malgré tout assez symboliques. Les cheminots auraient aimé que le directeur de la compagnie, qui est simplement entendu à titre de témoin, soit condamné, ce qui n'a pas été le cas. On voit très nettement quand même que le procès penche du côté de l'avis des experts ingénieurs, et donc la responsabilité, c'est la responsabilité d'avoir mal manœuvré le train. Les cheminots considèrent de leur côté que c'est plutôt le fait de leur imposer des cadences folles et de les pénaliser s'ils sont en retard qui est plutôt à la cause. Alors, un point quand même au passage, un point freinage pour qu'on comprenne bien. Frein à main, frein à air comprimé, frein de tender, qui fait quoi dans cette affaire et qu'est-ce que le frein Westinghouse est donc différent des autres?
Alors, il y a différents types de freins. En fait, l'un des freins qui a le moins bien fonctionné, celui qu'a utilisé Mariette, qui visiblement le connaissait mieux, est un frein à vis de style ancien qui ralentit moins, freine moins la machine. Le frein Westinghouse est un frein à air comprimé qui utilise un robinet. Il a été manipulé pour l'arrière du train par Yves Le Goff, comme vous l'avez rappelé, ce qui va permettre aux voyageurs finalement de ne subir que quelques secousses très violentes. En revanche, il y avait un deuxième frein Westinghouse à l'avant qui, lui, n'a pas été manœuvré suffisamment tôt. Et avec les défauts d'adhérence, ça n'a pas permis d'éviter l'accident. Ces questions techniques ont pris beaucoup d'importance au moment du procès, mais en fait, plus personne ne s'en soucie aujourd'hui, Mm. parce que si cet accident est resté célèbre, c'est d'une certaine manière grâce au fait que ce frein n'a pas pu être actionné dans les conditions optimales et donc n'a pas pu obtenir Mm. l'adhérence voulue. Mm. J'ai mentionné dans mon récit l'unique victime constatée le jour de l'accident, c'est Marie-Augustine Aguilar, la marchande de journaux. Malheureusement, il y a eu d'autres décès dans les jours et les mois qui ont suivi. Oui, en fait, ce qu'on découvre essentiellement grâce à la presse qui s'en est souciée, c'est le fait que, en particulier Mariette, qui a été condamné à 25 francs d'amende, a en fait été blessé assez grièvement. Il souffrait de suintements sanguinolents, dit la presse du 19e siècle. En fait, à l'oreille, il perd du sang par l'oreille. Et quelques mois plus tard, alors il paye son amende, il est réintégré au bout de 2 mois par la compagnie. Et puis très rapidement, il a à nouveau des difficultés et il décède en avril 1896, très probablement des suites longues de Mm. ce premier accident. Cette mort-là, à rebours, est intéressante parce que sa veuve va demander enfin, des indemnités et va obtenir un procès au civil. Et ce procès au civil se termine par la condamnation de la Compagnie de l'Ouest qui est obligée de lui verser des indemnités conséquentes. Mhm. Donc c'est une forme de reconnaissance tout de même de la responsabilité de la compagnie dans finalement un manque de soins de ces Mm. passagers. Puis, il va y avoir également d'autres morts indirectes quelques mois plus tard, liées à des commotions. Alors, on sait en particulier que le propriétaire du buffet de la gare extérieure meurt quelques mois plus tard. On pense que c'est des suites du choc provoqué par cet accident. Et également un parent du gouverneur du Crédit foncier que vous avez signalé, qui lui décède quelques mois plus tard, aussi semble-t-il, des suites de l'accident. Il était un des passagers du wagon salon. Mhm. Euh, Dans les articles qui ont raconté cet accident à l'époque, le train a souvent été comparé à une bête, à un monstre. Je citais dans mon récit le papier du journal Le Petit Parisien du lendemain qui parlait de grognements sourds qui ressemblent au râle d'un animal fantastique. On n'écrirait sans doute pas de cette façon aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça dit de ce que représentait le train, cette aventure ferroviaire au 19e siècle? Alors, cette image de la bête ou cette animalisation du train est très précoce. On a, dès les débuts du train, dès les années 1840, de très beaux poèmes qui comparent le train au cheval vapeur. Ça, c'est, disons, une métaphorisation poétique et qui idéalise le Mm. train. Mais à la fin du 19e siècle, les accidents de train, et celui-ci en particulier, qui est particulièrement spectaculaire, rencontrent des inquiétudes plus larges de cette fin de siècle, d'un siècle qui s'inquiète d'une forme de décadence, de dégénérescence, qui est aussi plus porté au catastrophisme, un néologisme qui est apparu au milieu du 19e siècle. Et finalement, cette image du train qui perd le contrôle de ce train fou, Mm. c'est aussi, en quelque sorte, la métaphore d'une société qui n'est pas capable de garder le contrôle Mm. de sa technique.
Donc cette image-là, elle entre en collision, en quelque sorte, avec un imaginaire fin de siècle et c'est probablement une des raisons qui explique que ça survit jusqu'à nos jours. Mmh. Après l'accident et aussi, parce qu'il va y avoir l'exposition universelle de 1900, il a fallu, reconstruire tout le quartier, Montparnasse. Que reste-t-il aujourd'hui du quartier Montparnasse, tel qu'il était au moment de l'accident? Mais rien, mais ce qui est intéressant dans le cas de la gare Montparnasse, c'est que, c'est une gare qui, est incertaine dans un quartier qui lui-même est incertain et n'a pas d'identité définie, contrairement à toutes les autres gares de Paris. La première gare Montparnasse, elle a été construite, sur, le boulevard du Maine. On l'appelait à ce moment-là la gare du Maine, elle était près de la barrière du Maine. Puis elle a été quelques années plus tard, moins de 10 ans après, reconstruite ailleurs, près du boulevard Montparnasse. Après cet accident, on s'est dit qu'il allait falloir la reconstruire ailleurs. On envisage de la reconstruire 20 mètres plus bas, donc de se rapprocher à nouveau de l'espace du Maine. La Première Guerre mondiale va interrompre ces projets. Dans les années 1920-1930, on se retrouve avec une gare annexe. Et puis dans les années 1960, on va entièrement se débarrasser de ces anciennes gares et de ces anciennes identités, ces anciens oripeaux de la gare. Et on va imaginer un nouvel urbanisme sur dalle, le projet Montparnasse tel qu'il est encore un peu aujourd'hui, avec la tour et cette gare qui est la moins La reconnaissable moins des gares. esthétique, oui. Oui, on n'y voit plus une gare du 19e siècle, Mmh. alors que la gare du Nord, la gare Mmh. de Lyon sont restées en quelque sorte dans leur jus. Cette gare-là, on distingue à peine le fait qu'elle soit encore une gare. Et ce que je trouve très intéressant dans cet accident, c'est que c'est un accident qui vient euh, euh, défigurer la Mmh. façade. Or, la façade, c'est un peu le visage Mmh. de la gare. Et il y a en permanence une forme d'anthropomorphie sur cet accident quand les contemporains ont remarqué que pour empêcher les curieux, les passants de s'approcher trop près de la gare, on avait mis des barrières spéciales. C'était des barrières pour empêcher les passants de regarder les exécutions publiques. Ce qui veut dire en fait que cette gare qui traverse la Verrière, elle a été vue comme une sorte de décapitation. Mmh. Enfin voilà, comme si la gare était devenue une guillotine et que la locomotive c'était une tête. Mmh. Pour terminer, Stéphanie Sauget, pourquoi est-ce on l'a pas reconstruite à l'identique? Parce que c'est vrai qu'elle devait être belle avec cette verrière, à travers laquelle on pouvait voir les voies et les trains arriver. Alors aujourd'hui, il y a effectivement une sorte de verrière, mais on ne voit pas les trains arriver. Oui, et puis cette verrière ne permet pas du tout de se faire une idée de l'activité Non. d'exploitation des chemins de fer. On a une gare qui, comme beaucoup de gares parisiennes, est une gare mixte où on a à la fois une activité d'exploitation ferroviaire et puis beaucoup de commerce. Oui, oui, Voilà, c'est un donc centre commercial c'est maintenant, devenu un surtout. centre commercial. Hem, En fait, on a voulu reconstruire la façade. Elle a été reconstruite à peu près à l'identique, mais très rapidement, en fait, cette gare, elle pose de nombreux problèmes, heu, pour Les sa façade, mais aussi à l'arrière, le viaduc, par exemple, du Maine, qui est est-ce que c'est lié, pardon, au fait que les c'est la seule gare où les trains sont en hauteur? Alors, c'est une difficulté technique, complémentaire, effectivement. C'est une des rares à avoir, à devoir en tout cas, dépasser, Mmh. un certain nombre de difficultés techniques, importants. C'est probablement pas la seule raison. On est aussi dans une des gares de, la rive gauche. Or les gares de la rive gauche ont toutes eu beaucoup plus de mal à, avoir du succès, Mmh. une rentabilité financière. Pensez Mmh. à la gare Mmh. d'Austerlitz, par Mmh. exemple, La gare d'Orsay? la gare d'Orsay, qui est devenue effectivement le musée. Elles ont eu plus de mal, Mmh. à réussir et puis, en fait, c'est une gare qui vient couper, le quartier, ce dont se plaignent les Mmh. riverains et les contemporains très tôt. Mmh. Merci beaucoup, Stéphanie Sauget, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de l'accident du train Granville-Paris
Pour le revivre en détail et découvrir, comme vous le dites, des fragments de la vie du quartier Montparnasse en 1895, je rappelle votre livre « 24 heures de la vie d'une gare » paru aux éditions Nuvis. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.